Une femme abandonnée au bord une rivière en crue. Un guerrier solitaire hanté par le deuil. Leur monde était jamais censé se croiser, jusqu'à ce que le destin en mêle. Qu'est-ce qui a bien pu les réunir? Et que feront-ils lorsque les ombres du passé viendront les réclamer? Marie Dubois aurait jamais imaginé que sa vie basculerait aussi brutalement en une seule journée. Nous étions en 1875, et le petit hameau de Rivière-Noire, aux confins des terres sauvages, était son foyer que depuis 3 semaines lorsque le malheur frappa. La diligence qui transportait son mari, Jacques, tomba dans une embuscade tendue par des bandits, à peine à une vingtaine de kilomètres de la ville. La terrible nouvelle arriva avec le seul survivant, le cocher blessé, qui avait réussi à échapper à cheval. « Je suis navré, madame », dit le connétable Mercier, ôtant son chapeau alors qu'il se tenait sur le pas de sa porte. « Ils ont tout pris. Votre mari a essayé de les arrêter. » Sa voix éteignit, mais son regard exprimait ce que les mots ne pouvaient dire. Marie resta immobile, l'air brûlant de était lui paraissant soudain glacial contre sa peau. « En êtes-vous certain » murmura-t-elle, agrippant au cadre de la porte pour ne pas effondrer. « Oui, madame. » Le cocher a identifié Jacques grâce au portrait dans sa montre à gousset. Cette nuit-là, Marie entassa le peu qu'elle possédait dans une charrette empruntée à sa voisine, Madame Lefebvre. Sans famille à Rivière-Noire et plus rien pour la retenir dans ce lieu de chagrin, elle décida de partir vers l'ouest, direction Montréal, où vivait sa cousine. « Vous ne pouvez pas voyager seule, » elle avertit Madame Lefebvre, le visage marqué par l'inquiétude. « Ces contrées ne sont pas sûres pour une femme isolée. »« Je n'ai pas le choix, » répondit Marie en vérifiant le petit revolver que Jacques avait insisté pour qu'elle apprenne à utiliser. « Je et plus rien ici. » Le premier jour de voyage fut sans histoire, le paysage immense et indompté étendant à infini devant elle. Marie suivait le cours du fleuve, sachant qu'il la mènerait vers des colonies plus importantes où elle pourrait demander son chemin. Alors que le soleil commençait à décliner, elle établit son bivouac près de la berge, attachant son cheval à un arbre voisin. Cette nuit-là, alors qu'elle dormait un sommeil agité sous sa charrette, des voix la réveillèrent. 3 hommes, visiblement ivres, avaient repéré son feu de camp. « Tiens, qu'avons-nous là » traîna le plus grand entre eux en donnant un coup de pied dans ses provisions. Marie tenta de saisir son arme, mais un des fut plus rapide et elle arracha de sa prise. « On dirait qu'on ait trouvé un peu de compagnie pour la nuit, les gars, » ricana-t-il. Marie se battit de toutes ses forces, mais ils étaient trop puissants. Les coups vinrent à bord, punition pour sa résistance. À travers ses yeux tuméfiés, elle les regarda piller sa charrette, prenant ses vivres, son alliance, et même le médaillon contenant les portraits de ses parents. « Qu'est-ce qu'on fait d'elle » demanda le plus jeune, observant Marie avec une certaine lassitude. « Laisse-la, » décida le chef. Elle a vu nos visages, mais le fleuve monte avec elle orage en amont. La nature se chargera de notre problème. Ils la traînèrent jusqu'à la berge boueuse, à demi consciente et en sang. Marie sentit, au froid lécher ses pieds alors que les ténèbres l'enveloppaient. À des kilomètres de là, Lougri chevauchait en silence dans l'obscurité. Ce guerrier des Premières Nations pistait un bison pour son petit groupe de chasse, mais son esprit était ailleurs. Cela faisait 2 ans que son village avait été attaqué, 2 ans qu'il avait perdu sa femme et son jeune fils sous les balles des soldats. Bien qu'il continuât à vivre parmi ce qui restait de son peuple, une part de lui était morte ce jour-là. Le tonnerre gronda au-dessus de sa tête alors que la pluie commençait à tomber. Lougri savait que le fleuve allait bientôt sortir de son lit. Il guida sa monture vers les hauteurs, suivant un sentier parallèle aux eaux tumultueuses. Les premières lueurs de l'aube perçaient à peine lorsqu'il repéra quelque chose d'inhabituel sur la berge. Une tache de tissu clair contrastant avec la boue sombre. En s'approchant, il vit qu'il agissait d'une femme. Une blanche, sévèrement battue et partiellement submergée par la montée des eaux. Son premier instinct fut de passer son chemin. Les colons blancs, avaient apporté que souffrance à son peuple. Que importait une personne de plus morte sur cette terre imbibée du sang des siens? Mais quelque chose le fit hésiter. Peut-être était-ce le souvenir de sa femme, étoile du matin, qui croyait que toute vie était sacrée. Peut-être était-ce la petite croix d'argent encore serrée dans la main de la femme, lui rappelant la curiosité de son propre fils pour le dieu de homme blanc. Lougri mit pied à terre pour vérifier les signes de vie. Le pouls de la femme était faible, mais présent. Son visage était meurtri au point d'être méconnaissable, mais elle respirait. Avec un profond soupir, il la souleva pour l'installer sur son cheval. La chasse devrait attendre. Cette femme avait besoin d'aide si elle voulait survivre. Les esprits t'étant placés sur ma route, murmura-t-il dans sa langue natale.
Ignore pourquoi, mais je ne détournerai pas le regard de leur message. Alors que la pluie redoublait d'intensité, Lougri mena son cheval vers une petite grotte qu'il connaissait non loin de là. C'est là, à l'abri de la tempête, qu'il déciderait du sort de ce fardeau inattendu. Cette femme qui représentait tout ce qu'il avait appris à haïr, et qui pourtant dépendait désormais entièrement de sa clémence. Obscurité, la douleur. Ce furent les premières sensations de Marie. Lorsque la conscience lui revint lentement, ses paupières semblaient lourdes, soudées par l'enflure, et un goût de cuivre persistait dans sa bouche. Elle essaya de bouger, mais chaque muscle hurla sa protestation. « Reste tranquille. » La voix était grave, impérieuse. Marie se figea. C'était une voix des hommes, teintée d'un accent qu'elle ne parvenait pas à situer. Elle força ses yeux à s'ouvrir, grimaçant sous l'effort. À travers sa vision trouble, elle devina le plafond rocheux de ce qui semblait être une caverne. Un petit feu crépitait à proximité, projetant des ombres dansantes. « Où suis-je » croassa-t-elle, la gorge à vif. « En sécurité » fut la réponse. Pour elle, instant. Marie tourna légèrement la tête, ignorant la douleur qui lui traversait la nuque. Un homme était assis en tailleur près du feu. Ses longs cheveux noirs étaient tressés, sa peau cuivrée marquée par le soleil et le vent. Un guerrier autochtone. La terreur empara de son cœur. « Allez-vous me tuer » chuchota-t-elle. Lougri la regarda fixement. « Si telle avait été mon intention, je vous aurais laissé au fleuve. » Il se leva et approcha, agenouillant près d'elle. Marie eut un mouvement de recul lorsqu'il tendit la main vers elle, mais il lui offrit simplement une coupe en bois remplie d'eau. « Buvez » ordonna-t-il doucement. Marie hésita, puis prit la coupe de ses mains tremblantes. L'eau était fraîche et apaisante pour sa gorge desséchée. « Je me nomme Lougri » dit-il pendant qu'elle buvait. « Je vous ai trouvé près de la rivière il y a 2 jours. » 2 jours ? La voix de Marie se brisa sous incrédulité. « Vos blessures sont graves. La fièvre vous a prise. Ai cru que vous alliez mourir. » Marie tenta de s'asseoir, mais une douleur fulgurante lui transperça les côtes. Lougri la rallongea avec précaution. « Côte cassée » expliqua-t-il. « Beaucoup de bleu, une coupure à la tête. » Son français était haché mais suffisamment clair. « Pourquoi » demanda Marie, ses yeux scrutant le visage de l'homme. « Pourquoi avoir aidé » Lougri fixa les flammes, silencieux si longtemps que Marie crut qu'il ne répondrait pas. « Je ne sais pas » admit-il enfin. « Peut-être les esprits ont-ils guidé. » Cette nuit-là, alors que Marie dérivait entre sommeil et éveil, elle entendit Lougri chanter doucement dans sa langue. La mélodie était envoûtante, empreinte d'une tristesse qui transcendait les mots. Bien qu'elle n'en comprît pas le sens, elle en ressentait tout le poids. Le matin apporta une clarté nouvelle à son esprit embrumé. Marie examina son environnement avec plus d'attention. La grotte était exiguë mais sèche. Sa robe en lambeaux avait disparu, remplacée par une simple tunique en peau de daim. Elle s'efforça de ne pas songer à celui qui elle avait changé. Lougri revint de l'extérieur, portant un lièvre qu'il avait pris au collet. Sans un mot, il commença à le préparer pour le feu. « Je m'appelle Marie » lança-t-elle pour briser le silence pesant. « Marie Dubois. » Lougri hocha la tête mais ne leva pas les yeux de sa tâche. « Je faisais route vers Montréal » poursuivit-elle. « Mon mari a été tué par des bandits. Je avait nulle part où aller. Les hommes qui vous ont blessé, dit Lougri en embrochant la viande, ils étaient blancs, comme vous. Ce n'était pas une question, mais Marie acquiesça tout de même. Ils ont tout pris. L'homme blanc prend toujours tout, répondit-il d'une voix sans timbre. C'est dans sa nature. Marie, observa faire rôtir le lièvre au-dessus des flammes. Vous haïssez les miens. Les vôtres ont tué ma femme, mon fils. La machoire de l'aube grise se contracta. Il y a 2 étés, des soldats sont venus à notre village pendant que les hommes étaient à la chasse. Ils n'ont épargné ni les femmes ni les enfants. Le cœur de Marie se serra. Je suis désolé. Votre chagrin ne change rien à ce qui est. Ils mangèrent en silence. La viande de lièvre était ferme mais parfumée, assaisonnée avec des herbes que Lougri avait cueillies. Marie parvint à avaler quelques bouchées avant que l'épuisement ne la réclame à nouveau. Lorsqu'elle s'éveilla, le feu était plus que braise rougeoyante. Lougri était assis à l'entrée de la grotte, le regard perdu dans le ciel nocturne. Marie, observa longuement. Cet homme avait toutes les raisons de la laisser mourir, et pourtant, il avait choisi de la sauver. « Où allez-vous m'emmener » demanda-t-elle doucement. Lougri se tourna vers elle. « Vous n'êtes pas en état de voyager. Mais quand je le serai »
Il garda le silence un instant. Il y a un comptoir de traite à 2 jours de cheval ici. Et l'homme qui le tient, Durand, est juste envers mon peuple. Il vous aidera à atteindre votre destination. Et ici là, vous vous reposez, vous guérissez. Il se tourna de nouveau vers la nuit étoilée. Et vous priez pour que les hommes qui vous ont fait ça ne reviennent pas finir ce que ils ont commencé. Le lendemain matin, Loup Gris aida Marie à sortir de la grotte. Elle effort la laissa hors des haleines et affaiblie, mais l'air frais et la lumière du soleil en valaient la peine. Il laisse assire sur une pierre plate surplombant une petite vallée. Au loin, Marie pouvait voir la rivière qui avait failli devenir son tombeau. Elle monte encore, observa Loup Gris. Les pluies continuent en amont. Marie frissonna, se remémorant l'eau glaciale qui avait envahi son corps alors que sa conscience s'éteignait. J'y ai cru que j'y allais mourir. La plupart seraient morts, dit-il simplement. Vous êtes forte, Marie Dubois. Quelque chose dans la façon dont il prononça son nom poussa Marie à le regarder. Pendant un bref instant, elle vit au-delà de sa façade stoïque, percevant la douleur qu'il portait. Ils étaient 2 survivants un monde cruel, 2 épaves à la dérive, chacun à sa manière. Parlez-moi de votre fils, dit-elle avec douceur. Loup Gris se raidit et Marie crut avoir commis un impair, mais ses épaules se détendirent légèrement. Il appelait Petit Renard, commença-t-il, la voix adoucie par le souvenir. Il avait vu 5 hivers. Il savait déjà monter à cheval comme un homme. Il était courageux et curieux. Ombre un sourire effleura ses lèvres. Trop curieux, parfois. Marie écouta Loup Gris parler de son enfant, des rires et des bêtises du garçon, de la patience infinie de sa femme. Elle vit le père derrière le guerrier, le mari derrière elle, homme endurci. Et dans sa perte, elle reconnut son propre deuil, différent, et pourtant étrangement semblable. Alors que le soleil commençait à décliner, Loup Gris aida Marie à regagner la grotte. Ses forces revenaient, mais lentement. Un autre jour passa, puis un autre. Une routine s'installa. Loup Gris chassait et cueillait, tandis que Marie accomplissait de petites tâches à mesure que son corps guérissait. Ils parlaient peu, mais le silence entre eux devenait confortable. Le soir, près du feu, Loup Gris apprenait à Marie des mots de sa langue. Elle lui apprenait des chansons de son enfance. 2 étrangers issus de mondes opposés, trouvant un terrain entente inattendu dans leur solitude partagée. Le 5e jour, Loup Gris rentra de la chasse plutôt que habitudes, le visage grave. « Que y a-t-il » demanda Marie en posant les herbes qu'elle triait. « Des cavaliers, dit-il sèchement. Ils suivent la rivière. 3 hommes. » Le sang de Marie se glaça. Les hommes qui aiment ont attaqué. Je n'ai pas vu leur visage, mais ils avancent lentement, ils cherchent quelque chose. Ils me cherchent, murmura Marie, la peur lui serrant la gorge. Ils doivent penser que j'y ai survécu une manière ou une autre. Loup Gris vérifia ses armes. Un couteau à sa ceinture, un tomahawk, un arc et des flèches. « Que allons-nous faire » demanda Marie, essayant de garder une voix ferme. Loup Gris la regarda, sa décision déjà prise. « Nous n'attendrons pas qu'il nous trouve. » La nuit tomba rapidement sur les terres sauvages. Loup Gris se déplaçait silencieusement dans l'obscurité, Marie sur ses talons. Malgré ses blessures en voie de guérison, elle peinait à suivre son rythme, chaque pas envoyant des ondes de douleur à travers son corps. Pourtant, la peur la poussait en avant. La peur de ces hommes qui la traquaient. Des hommes qui la tueraient sans hésitation, il la trouvait vivante. « Baissez-vous » chuchota Loup Gris en la guidant à travers un fourré dense. Ils avaient quitté la grotte peu après le coucher du soleil, emportant que ce qu'ils pouvaient porter. Le cheval de Loup Gris suivait docilement, ses sabots enveloppés de tissu pour étouffer le bruit. La stratégie était simple mais dangereuse. Contourner leurs poursuivants, les observer, puis décider de la marche à suivre. « C'est encore loin » demanda Marie, la voix à peine audible. « Non. Il y a une crête devant. Nous pourrons observer depuis là-haut. » L'ascension fut ardue. Les côtes brisées de Marie protestaient à chaque pas. Loup Gris remarqua sa lutte et lui offrit son bras pour la soutenir. Elle le saisit avec gratitude. Au sommet de la crête, ils s'installèrent derrière un amas de rochers. En contrebas, à moins d'1 kilomètre, un feu de camp vacillait dans la nuit. 3 hommes étaient assis autour, se passant une bouteille. « Est-ce eux » demanda doucement Loup Gris. Marie plissa les yeux, essayant de distinguer leurs traits à la lueur des flammes. Son cœur battait douloureusement alors que la reconnaissance la frappait. « Oui » souffla-t-elle. Le grand avec la barbe, était leur chef. Loup Gris étudia le campement, notant la position de leurs chevaux, de leurs armes. Ils sont imprudents, ils boivent,
Ne monte pas la garde. Que allons-nous faire? Demanda Marie. Loup Gris garda le silence un long moment. Nous avons le choix. Nous pouvons partir maintenant. Voyager toute la nuit. Mettre de la distance entre eux et nous. Ou. Elle encouragea Marie alors que Ilès interrompait. Ou je peux les tuer pendant leur sommeil. La brutalité de ces mots la surprit. Ce sont des hommes mauvais. Ils vous ont fait du mal. Ils en feront à des autres. Sa logique était simple, directe. 3 hommes malfaisants de moins dans le monde. Marie pensa à son mari, à la façon dont il avait toujours cru en la loi, en la justice plutôt qu'en la vengeance. Mais quelle justice pouvait il y avoir dans cette contrée sauvage pour une femme comme elle? Non, dit-elle finalement. Je ne veux pas des autres morts sur la conscience. Loup Gris hocha la tête, respectant sa décision sans la juger. Alors nous irons vers elle, et, loin de la rivière. Il existe un autre chemin vers le comptoir de traite. Alors que Ilès apprêtait à quitter leur cachette, un éclat de rire brutal monta du campement en contrebas. Marie se figea, ce son lui glaçant le sang. Un des hommes racontait une histoire, sa voix portant clairement dans l'air immobile de la nuit. Il fallait voir sa tête quand on lui a arraché son alliance. Elle pleurait et suppliait comme si ce bout de métal allait la sauver. De nouveaux rires éclatèrent. Les poings de Marie se serrèrent si fort que ses ongles enfoncèrent dans ses paumes. Je parie que les coyotes ont déjà dispersé ce que il reste des L, ajouta une autre voix. Quel gâchis pour un si joli brin de femme, mais elle avait vu nos visages. Loup Gris posa une main apaisante sur l'épaule de Marie, sentant son corps trembler de rage et de terreur. Nous devons partir, chuchota-t-il. Mais Marie resta immobile. Quelque chose avait changé dans son expression. La peur cédait la place à une détermination glaciale. Ils recommenceront, dit-elle doucement. Avec des autres femmes, des autres voyageurs. Loup Gris scruta son visage avec attention. Oui. Ils doivent être arrêtés. Marie se tourna vers lui, ses yeux brillants un éclat dur sous la lune. Je ne peux pas les tuer. Je aime, y refuse. Mais pourrions-nous les livrer aux autorités? À ce comptoir dont vous avez parlé? Loup Gris réfléchit. Durand N a aucune autorité. Mais il y a un poste de la milice à une journée de cheval de chez lui. La justice les pendra pour ce qu'ils ont fait, affirma Marie avec certitude. Encore faut-il les capturer, lui rappela le guerrier. 3 hommes armés. L'esprit de Marie emballe, soupesant et rejetant diverses idées. Soudain, un souvenir de son enfance lui revint, lorsqu'elle regardait son père soigner le bétail. Dit-elle soudainement. Connaissez-vous des herbes qui pourraient les endormir? Quelque chose que nous pourrions mettre dans leur réserve des eaux? Les yeux de Loup Gris se plissèrent, pensifs. Oui, je connais de telles plantes. Ils sont inconscients, nous pourrions les ligoter, prendre leurs armes. Et s'ils se réveillent pendant que nous agissons? Marie effleura le manche du couteau à la ceinture de Loup Gris. Alors nous ferons ce qui est nécessaire. Le plan prit forme rapidement. Loup Gris connaissait une plante dont les racines, une fois broyées et mélangées à l'eau, provoquaient un sommeil de plomb. Il partit cueillir ce dont ils avaient besoin pendant que Marie surveillait le camp. Les hommes en bas devenaient de plus en plus ivres et imprudents. Ils avaient placé leur baril des eaux en bordure du campement, une opportunité que Marie N avait pas osé espérer. Lorsque Loup Gris revint avec une poignée de racines sombres, ils se mirent à l'œuvre. Ils doivent tout boire, expliqua Loup Gris en écrasant les racines entre 2 pierres. Une demi-dose ne fera que les rendre malades ou étourdis. Combien de temps avant que cela fasse effet? Peu de temps. Mais nous devrons attendre qu'ils dorment avant d'approcher. Les heures étirèrent, interminables. Marie regarda les hommes finir par se coucher. 2 étalèrent près du feu tandis que le 3e prenait le premier tour de garde. Cela compliquait les choses, mais ne les rendait pas impossibles. Ils attendirent que la sentinelle fasse sa ronde, ce qu'il fit avec une régularité prévisible, vérifiant les chevaux avant de revenir attiser le feu. Durant une de ces rondes, Loup Gris se glissa vers le camp tel une ombre, versant la poudre de racine dans le baril des eaux. Il était de retour aux côtés de Marie avant même que le garde ne revienne, aucun des osant respirer jusqu'à ce que l'homme se rassoie. Il fallut encore 1 heure avant que la sentinelle ne boive longuement au baril, pestant bruyamment contre la maudite poussière. 30 minutes plus tard, il était affalé contre une selle, ronflant bruyamment. Ses compagnons ne bougèrent pas. Maintenant, murmura Loup Gris. Ils approchèrent du camp avec une prudence extrême. Loup Gris, couteau au clair, et Marie portant les cordes qu'ils avaient préparées. Les hommes étaient profondément inconscients, leur respiration lente et lourde. Un par un, ils lièrent leurs poignets et leurs chevilles,
reliant ensuite chaque homme à elle autre par une longue corde, par mesure de sécurité. Marie parcourut le camp, rassemblant les armes des bandits pour les empiler à distance. Parmi leurs affaires, elle retrouva son alliance et son médaillon, qu'elle récupéra les mains tremblantes. Elle découvrit également une bourse lourde de pièces et de billets, de tels argent probablement volés à des autres victimes. Ils ne se réveilleront pas avant le matin, elle assura Lougri alors que ils terminaient. Et ils seront faibles. Ils établirent leur propre campement à une courte distance, assez près pour surveiller leurs prisonniers, mais assez loin pour parler librement. La nuit était fraîche et ils assirent près de leur petit feu, elle énormité de ce que ils venaient d'accomplir abattant sur eux. Ils échappent, commença Marie. Ils ne échapperont pas, trancha Lougri. Je les ai attachés comme nous lions les bisons. Même un homme fort ne peut briser ses liens. Marie hocha la tête, confiante en son savoir-faire. Elle fit tourner alliance dans sa paume, elle hors capturant la lueur du feu. Je ne pensais jamais revoir ceci. Est important pour vous. Était celle de ma mère avant moi, expliqua Marie. Jacques a passé à mon doigt le jour de notre mariage, il y a tout juste 8 mois. Sa voix se brisa. Nous devions construire une vie ensemble. Lougri garda le silence un moment. Ma femme, étoile du matin, elle portait des coquillages dans ses cheveux le jour de nos noces. Je peux encore entendre le son il faisait quand elle bougeait. Elle doit vous manquer terriblement. Chaque jour. Il fixa les flammes. Il y a des moments où j'y oublie qu'elle est partie. Je me tourne pour lui dire quelque chose, et le vide me frappe à nouveau. Marie ne comprenait que trop bien ce sentiment. Est-ce que cela devient plus facile avec le temps? Lougri reflected. Pas plus facile. Different. La douleur change de forme. Ils restèrent assis dans un silence complice. Deux âmes en deuil trouvant un réconfort inattendu et une compréhension mutuelle. Finalement, Marie assoupie, vaincue par l'épuisement. Lougri monta la garde, ses yeux naviguant entre leurs prisonniers endormis et la femme qui avait fait preuve d'un courage si inattendu. Le matin apporta de nouveaux défis. Les bandits se réveillèrent groggy et furieux, jurant et menaçant lorsqu'ils découvrirent leur situation. Le chef, un homme nommé Simon D, après les cris de ses compagnons, fixa Marie avec un regard meurtrier. T'es morte, cracha-t-il. Tu entends? T'es déjà morte. Marie approcha de lui, restant juste hors de portée. La peur était toujours là, lui tordant l'estomac, mais à ses côtés se tenait quelque chose de nouveau. Une détermination acier. Non, répondit-elle calmement. Je suis bien vivante. Et vous allez répondre de vos actes devant la justice. Lougri se tenait à ses côtés, présence silencieuse et intimidante. Ensemble, ils préparèrent le voyage vers le comptoir de traite, attachant les prisonniers au cheval de Lougri. La progression serait lente, mais cela importait peu à Marie. Pour la première fois depuis la mort de Jacques, elle ressentait un but. Le trajet vers le poste de Durand prit 2 jours éprouvants. Marie et Lougri marchaient à côté du cheval qui tirait leur cargaison réticente. 3 hors-la-loi ligotés qui alternaient entre silence morne et menaces vicieuses. Le terrain était impitoyable, les sentiers rocailleux cédant la place à des lits de ruisseaux asséchés, le soleil de juillet abattant sans pitié sur eux. De L.O. croassa Simon, les lèvres gercées et en sang. Pour elle, amour de Dieu, donnez-nous de L.O. Marie jeta un coup d'œil à Lougri, qui acquiesça légèrement. Ils avaient rationné leurs provisions avec soin, donnant aux prisonniers juste assez pour les maintenir en vie, mais dans elle inconfort. Elle approcha avec une gourde, méfiante. Tenez, dit-elle en portant le goulot aux lèvres de Simon. Buvez d'ausement. Alors qu'il avalait avidement, ses yeux ne quittèrent jamais ceux de la jeune femme, sombre de haine et une lueur qui fit frémir Marie. Lorsqu'elle retira la gourde, il cracha la dernière gorgée à ses pieds. Tu te crois maligne, hein? Ricana-t-il. À jouer au justicier avec ton ami sauvage. Quand je me détacherai, et je me détacherai, je finirai ce qu'on a commencé près de la rivière. Marie essuya le crachat sur sa jupe, refusant de montrer sa peur. Vous serez pendu pour ce que vous avez fait, répondit-elle d'une voix égale. À moi et aux autres. Le plus jeune des bandits, à peine plus qu'un enfant, leva la tête à ces mots. De quoi elle parle, Simon? Ferme ta gueule, Thomas, claqua Simon. Mais Marie vit une ouverture. Elle se tourna vers le jeune homme, notant son expression nerveuse. Ce n'est pas la première fois qu'il attaque une femme, n'est-ce pas? Ou qu'il vole des voyageurs. Combien, Thomas? Combien de gens sont morts à cause de votre bande? Le regard de Thomas tomba vers le sol. J'y ai jamais tué personne, marmonna-t-il. Peut-être pas de ta main, insista Marie. Mais tu as regardé faire.
J. et dit « Ferme ta gueule !» Rugit Simon, tirant sur ses liens. Lou Gris avança, la menace dans sa posture ne laissant place à aucun doute. Simon se tut, marmonnant des jurons dans sa barbe. Alors qu'ils poursuivaient leur route, Marie remarqua que Thomas elle observait avec quelque chose qui ressemblait à de la honte. Le troisième bandit, un homme au visage buriné nommé Henri, restait silencieux, son expression illisible derrière sa barbe emmêlée. Ce soir-là, alors que l'île montait le camp, Lou Gris attacha les prisonniers à un grand chêne, vérifiant méticuleusement leurs liens. Le jeune, dit-il doucement à Marie, alors que il préparait un maigre souper. Il a le doute dans le cœur. Marie hocha la tête. Je l'ai vu aussi. Il pourrait être persuadé de témoigner contre les autres. Si vous avez raison, cela renforcerait votre cause. Marie n'avait pas envisagé cela, que sa parole seule pourrait ne pas suffire. Elle était une femme, après tout, et dans ces contrées, cela signifiait souvent être moins cru qu'un homme. L'idée que Thomas puisse parler, confirmer son histoire, lui donnait de l'espoir. Après l'avoir mangé, Marie approcha de Thomas, lui offrant un morceau de viande séchée. Il le prit avec hésitation, jetant un coup d'œil à Simon qui semblait dormir. « Quel âge as-tu, Thomas » demanda-t-elle en gardant la voix basse. « 19 ans, répondit-il après un moment. « Si jeune, pensa Marie. À peine sorti de l'enfance. Comment en es-tu arrivé à chevaucher avec des hommes pareils » Thomas mâcha lentement avant de répondre. « J' ai pas eu trop le choix. Papa est mort quand J' avait 15 ans. Maman ne pouvait pas tous nous nourrir. Simon offrait de l'argent facile. Il laissa sa phrase en suspens, fixant le sol. Pour voler des innocents, c'était pas censé être comme ça, insista Thomas. Simon disait qu'on prendrait juste aux riches, aux gens à qui ça manquerait pas. Mais après, il interrompit, regardant nerveusement ses compagnons. Après, ça a changé, compléta Marie. Thomas hocha la tête misérablement. Je voulais partir, mais Simon a dit que il me tuerait si j'y essayais. Marie le crut. Il y avait une sincérité dans ses remords qui ne pouvait être feinte. Il n'est pas trop tard pour faire ce qui est juste, Thomas. Quand nous atteindrons la garnison, tu pourrais leur dire ce qui est passé. Tout leur dire, ils me pendront aussi. Pas si tu aides à traduire ces hommes en justice. La loi est plus clémente envers ceux qui coopèrent. Thomas tomba dans le silence, considérant ces paroles. De l'autre côté du feu, Lou Gris observait l'échange, son visage impénétrable. Le lendemain matin apporta la vue bienvenue une colonne de fumée à l'horizon, le comptoir de Durand, enfin. À mesure qu'ils approchaient, Marie ressentit un mélange étrange de soulagement et d'appréhension. Bientôt, Lou Gris la déposerait en ce lieu, et leurs chemins se sépareraient. Cette pensée laissa un vide inattendu dans sa poitrine. Le comptoir de Durand était une bâtisse robuste en rondin, entourée de quelques dépendances plus modestes. Un enclos abritait plusieurs chevaux, et une fumée grisesse échappait de la cheminée. Alors qu'ils arrivaient à portée de voix, un homme barbu émergea, un fusil de chasse tenu nonchalamment au creux du bras. Pas un pas de plus, lança-t-il, l'œil méfiant face à cet étrange cortège. Lou Gris leva la main en signe de paix. Durand, c'est Lou Gris. La reconnaissance éclaira le visage buriné du commerçant. Lou Gris, ça faisait un bail. Son regard glissa vers Marie et les hommes ligotés. Bon sang, qu'est-ce que tu me ramènes là? Des criminels, déclara simplement le guerrier. Ils ont attaqué cette femme, elles t'ont laissée pour morte. Durand abaissa légèrement son arme, observant Marie avec un intérêt nouveau. C'est vrai? Et qu'est-ce que vous comptez faire exactement? Les remettre à la milice, intervint Marie en avançant. Je crois savoir il y a un avant-poste à une journée de cheval ici. Durand gratta sa barbe, pensif. Le capitaine Leclerc et ses hommes. Ils passent par ici toutes les 2 semaines. Il jeta un coup d'œil au ciel. En fait, ils sont attendus demain ou après-demain. Un immense soulagement envahit Marie. Accepteriez-vous de garder ces hommes jusqu'à leur arrivée? Nous pouvons payer. Elle indiqua la bourse argent volés qu'ils avaient récupérés. Durand considéra la proposition, puis hocha la tête. J et une cave à provisions avec une porte solide qui devrait faire affaire. Il surit sudeiment. Toujours heureux d'aider la loi, surtout quand ça rapporte. Avec l'aide de Durand, ils transférèrent les prisonniers dans la cave. Thomas suivit calmement, tandis que Simon et Henri nécessitèrent une persuasion plus musclée. Une fois les bandits enfermés, Durand offrit à Marie et Lou Gris usage une petite cabane derrière le bâtiment principal. C'est pas grand-chose, mais c'était propre,
dit-il en les menant vers la structure modeste. Il y a une bassine aussi. Imagine que vous en aurez besoin après votre périple. Marie le remercia chaleureusement. La perspective des une eau claire et des un vrai toit au-dessus de sa tête lui semblait un luxe inimaginable après ses jours sur la piste. Alors que Durand les laissait, Marie se tourna vers Lougri, soudainement gauche. « Je ne pourrai jamais assez vous remercier, commença-t-elle. Pour m'avoir sauvé la vie, pour avoir aidé à traîner ces hommes en justice. Nul besoin de remerciements, elle interrompit-il. Vous avez du courage. Vous auriez trouvé un moyen sans moi. Marie secoua la tête. Non. Je serais morte près de cette rivière. Le regard de Lougri était stable, pénétrant. Que ferez-vous maintenant? Après le passage de la milice? Était la question que Marie évitait. Son plan initial de rejoindre Montréal lui semblait désormais vide de sens. Un voyage sans but. Je ne sais pas, admit-elle. Ma cousine à Montréal. Est ma seule famille maintenant. Mais je la connais à peine. Elle soupira, regardant autour de la modeste cabane. La vérité, est que je ne sais plus où est ma place. C'était une chose que je comprends, dit doucement Lougri. Depuis la perte de ma famille, ai marché entre deux mondes, sans appartenir pleinement ni à elle un ni à elle autre. Ils restèrent silencieux, deux âmes à la dérive, liées par les circonstances et par quelque chose de plus profond qu'aucun des eux ne pouvait encore nommer. La journée suivante écoula dans une attente anxieuse. Marie se lava et nettoya ses vêtements, reconnaissante pour le confort simple qu'offrait le poste de traite. Lougri restait en retrait, bien que Marie surprit parfois son regard posé sur elle, avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Dans l'après-midi, Marie rendit visite à Thomas dans la cave, lui apportant de telle eau et de la nourriture. Simon la foudroya du regard depuis le coin où il était attaché, mais elle ignora, se concentrant sur le jeune hors-la-loi. « As-tu réfléchi à ce que je t'ai dit » demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête, son visage juvénile empreint de gravité. « Je le ferai. Je dirai tout à la milice. » À propos des autres voyageurs aussi, ceux des avant, Thomas baissa les yeux, honteux, mais confirma un signe de tête. « Merci, Thomas. » Le soleil déclinait lorsque le bruit de sabots approchant leur parvint. Marie sortit pour voir un groupe de 6 cavaliers se diriger vers le poste, leurs insignes capturant la lumière déclinante. La milice est montée. Les salua Durand avec entrain, visiblement bien connu du chef, un homme au visage sévère que il appelait capitaine Leclerc. Marie se tenait nerveusement près de la cabane, attendant le moment opportun pour approcher. Lougri apparut à ses côtés, source silencieuse de force. Lorsque Durand pointa dans leur direction, Marie redressa les épaules et avança, Lougri un pas derrière elle. « Madame, » dit le capitaine Leclerc en touchant le bord de son chapeau. « Durand me dit que vous avez une affaire pour la justice. »« Oui, capitaine, » répondit Marie, la voix plus ferme qu'elle ne se sentait. « Je appelle Marie Dubois. Les hommes dans la cave ont attaqué, battu et laissé pour morte au bord du fleuve il y a 5 jours. Ils ont tout volé. » Les yeux de Leclerc se plissèrent. « De graves accusations, Madame Dubois. » Un des Thomas, est prêt à avouer, poursuivit Marie. Pas seulement pour mon agression, mais pour des autres. L'intérêt du capitaine aiguisa visiblement. Vraiment? Nous avons eu des rapports de voyageurs disparus le long de ce tronçon du fleuve. Il jeta un coup d'œil à Lougri. Et votre ami, ici? Il à sauver la vie, dit simplement Marie. Il à trouver à moitié morte et à soigner. Puis il à aider à capturer ces hommes. Leclerc étudia Lougri avec un respect nouveau. C'est vrai, ça? Lougri hocha la tête une fois, digne dans son silence. Eh bien, dit Leclerc après un moment, allons discuter avec vos hors-la-loi. Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon des activités. Thomas, fidèle à sa parole, fournit une confession complète détaillant non seulement l'attaque de Marie, mais aussi 3 vols précédents qui étaient soldés par des meurtres. Simon et Henri gardèrent un silence maussade, mais les preuves contre eux étaient accablantes. Nous allons les emmener à Québec pour leur procès, informa Leclerc alors que ces hommes préparaient le départ. Avec le témoignage du garçon, la corde les attend. Il hésita, puis ajouta. La cour voudra aussi votre témoignage, Madame Dubois. Pourrez-vous être à Québec dans 2 semaines? Marie acquiesca. J'y serai, capitaine. Alors que la patrouille éloignée avec ses prisonniers, le soleil couchant peignant le ciel des oranges et de rouge, Marie ressentit un mélange étrange de clôture et des incertitudes. La justice serait rendue, mais après? Où irait-elle? Que ferait-elle? Elle se tourna pour trouver Lougri qui observait, ses yeux sombres pensifs.
C'est fini, dit-il doucement. Oui, approuva Marie. Grâce à vous. Loup Gris secoua la tête. Grâce à nous deux. Ils restèrent dans un silence confortable, regardant la dernière lumière effacée du ciel. Finalement, Loup Gris reprit la parole. Je dois bientôt retourner parmi les miens. Mais dès à bord, je voudrais m'assurer que vous arriviez à bon port. Marie le regarda, cet homme qui était devenu plus qu'un sauveur, un ami, un compagnon de deuil, quelqu'un qui comprenait le vide de la perte et le chemin difficile de la reconstruction. J'y ai réfléchi, dit-elle lentement. Durand a mentionné qu'il avait besoin des aides au comptoir, qu'il commerce équitablement avec les colons comme avec les Premières Nations. Elle fit une pause, rassemblant son courage. Peut-être est-ce ici que je suis censé être pour le moment. Un lieu entre deux mondes. Loup Gris considéra ses paroles, son expression adoucissant. Vous resteriez ici? Si Durand accepte. Marie hocha la tête. Au moins jusqu'à ce que je comprenne ce qui vient après. Et votre cousine à Montréal? Je peux lui écrire. Lui faire savoir que je suis en sécurité. Loup Gris hocha la tête lentement. C'est un bon endroit. Durand est un homme juste. Est-ce que... Marie hésita, incertaine de la façon de formuler sa question. Est-ce que votre peuple viendra ici pour commercer? Elle un sourire effleura les lèvres de Loup Gris. À cet instant, Marie comprit que ce n'était pas une fin, mais un commencement. Pas la vie qu'elle avait prévue avec Jacques, mais un nouveau chemin, inattendu, difficile et pourtant juste. Alors peut-être que nos routes se croiseront à nouveau, dit-elle doucement. Loup Gris la regarda vraiment, et pour la première fois depuis leur rencontre, Marie vit de elle espoir dans ses yeux. Le même espoir fragile qu'elle sentait éveillé dans son propre cœur. Je le crois, Marie Dubois, répondit-il. Je le crois. Alors que la nuit tombait totalement sur le comptoir de traite, Marie et Loup Gris retournèrent ensemble vers la cabane. Deux survivants qui avaient trouvé un dans elle autre non seulement le salut, mais le courage de recommencer.